l'invité de la matinale. KTO Radio. Renforcer les capacités de défense de l'Europe, c'est la nouvelle urgence à laquelle sont confrontés les États membres de l'Union européenne face au retour de Donald Trump au pouvoir et face à la guerre en Ukraine qui se poursuit encore. Un plan de 800 milliards d'euros a été annoncé par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la semaine passée. En France, l'effort de guerre agite les débats à l'Assemblée. Notre invité ce matin est ingénieur en armement, Bertrand de Cordoue. Bonjour. Oui, bonjour Maxence. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes également conseiller défense et armement à l'Institut Jacques Delors. Alors, j'aurais aussi pu parler de l'Allemagne qui envisage de modifier sa constitution sur l'endettement au profit des dépenses de défense. Cela vous semble aujourd'hui une obligation en raison du contexte géopolitique ? Oui, alors en ce moment, on parle beaucoup d'argent, c'est normal, hein, on sait depuis Cicéron que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, transformer des lignes budgétaires en armement et en moyens de défense opérationnels sur le terrain, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Donc c'est important que les États européens augmentent leur budget de défense. C'est important qu'ils se coordonnent pour le faire. Mais en même temps, il ne faut pas s'imaginer que du jour au lendemain, ça va aligner sur le champ de bataille de l'artillerie, des chars et des drones, hein. Donc il faut que l'industrie se mette également en ordre de bataille pour répondre à ces attentes, à ces demandes des États, hein. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus le choix. Vu la situation et vu le désengagement possible, pour ne pas dire probable, des Américains, oui, c'est vrai que je crois que tout le monde est maintenant d'accord pour dire que l'Europe doit se réveiller. D'ailleurs, elle s'est réveillée depuis un certain temps, hein, puisque depuis 2022, clairement, les budgets augmentent et clairement, l'appareil industriel est en train de monter en puissance pour s'adapter à cette nouvelle situation qu'on peut qualifier de guerre, hein. Et on n'est pas encore dans un régime d'économie de guerre où tous les moyens disponibles seraient mis au service de la défense. Non, c'est pas encore ça. D'autant plus que les décisions qui ont été annoncées au niveau de l'Europe, les fameux 800 milliards d'euros, c'est essentiellement de la capacité pour les États de s'endetter. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'un certain nombre d'États de l'Europe, en particulier la France, sont dans une situation d'endettement qui ne va pas leur permettre de tirer beaucoup sur cet élastique. Justement, sur ce plan réarmer l'Europe de 800 milliards, un plan sur 4 ans, qu'est-ce qu'il contient ? Alors, les annonces, hein, pour le moment, c'est des annonces parce que ça doit encore être mis en musique, qui ont été faites le Conseil européen exceptionnel du 6 mars. Donc, il y a ce fameux chiffre qui a marqué les esprits, 800 milliards d'euros. Il faut regarder un petit peu plus en détail. Là-dedans, il y a quand même les 2 tiers, et même un peu plus, hein, je crois que c'est 650 milliards, qui serait de l'autorisation donnée par Bruxelles aux États à s'endetter plus que ce que permettent les critères du pacte européen de stabilité de 3%. Bon, la France, elle est déjà pas très loin de 5%, mais disons que l'Europe déverrouille un petit peu les dépenses de défense, ou en tout cas considère qu'à partir de maintenant, les dépenses de défense ne sont plus en partie prises en compte pour le calcul du déficit, hein. Donc ça, je veux dire, c'est bienvenu. Ça fait un moment qu'un certain nombre de personnalités et d'acteurs le réclamaient. Et puis après, il y a encore 150 milliards qui sont, alors là pour le coup c'est l'Europe qui s'endette, hein, qui va emprunter sur les marchés avec sa signature, donc ça permet d'avoir des conditions favorables et qui reversera aux États membres ces 150 milliards, mais sous conditionnalité européenne. Ça c'est très important. Donc c'est pour ça que ces 150 milliards sont probablement la partie la plus intéressante du plan. Les 150 milliards, c'est pas rien, hein. C'est 3 fois le budget annuel de défense de la France, par exemple, hein. Et donc ça c'est cet argent-là, l'Europe ne le donnera ou ne le décaissera pour les États membres qu'à 3 conditions. La première, c'est qu'ils achètent ensemble, donc ça sera pour des commandes groupées, donc ça va obliger les États à se rapprocher pour passer leurs commandes. Deuxièmement, ça soit pour acheter des matériels utiles dans la situation actuelle en Ukraine, hein. Donc il y a une liste qui a été établie qui est assez ciblée sur les besoins de l'Ukraine, l'artillerie, les munitions, la lutte anti-drone, les drones, la guerre électronique, la défense antiaérienne. Et puis il y a une troisième condition qui est essentielle également, c'est que ça soit pour acheter du matériel produit et développé en Europe, hein, donc la fameuse préférence européenne. Voilà.
Vous l'avez un peu détaillé, le type d'armes qu'on peut retrouver, c'est pas forcément que des armes létales, il y a aussi de la protection aérienne, de la protection cyber également? Oui, c'est des armes d'abord disponibles, hein, c'est-à-dire cet argent n'est pas prévu pour développer des systèmes qui seront opérationnels dans 5 ou 10 ans, hein. Et ensuite ça correspond aux besoins qu'on perçoit bien sur le front, en face, de la Russie. Et puis ça correspond un peu aux demandes du président Zelensky et de l'armée ukrainienne, hein. Donc là-dedans, je vous dis, il y a la défense antiaérienne, on comprend bien, hein, puisqu'il y a toujours ces rafales de drones qui arrivent sur le territoire ukrainien. Voilà, et puis il y a également la contre-offensive, c'est clair, il y a aussi les drones. Mais la lutte anti-drone, c'est toujours pareil, hein, c'est l'épée et le Mmh. bouclier, donc il faut s'armer à la fois pour se défendre, mais également pour être capable de menacer l'adversaire et voire de l'attaquer. Et vous nous disiez, Bertrand de Cordoue, que tout cela va prendre du temps pour que, l'industrie, augmente sa capacité, l'industrie européenne de l'armement augmente sa capacité à produire. Dans ce plan-là, on parle d'un plan sur, 4 ans. Pour vous, il faudra plus de temps? Alors là encore, ça dépend un petit peu de quoi on parle, hein. Produire des munitions, ça fait quand même un petit moment que la montée en puissance des industriels de ce secteur-là a eu lieu, mais c'est pas fini. Produire de l'armement, c'est un peu comme dans l'automobile ou l'aéronautique. Ça veut dire avoir, des usines, ça veut dire avoir des machines, ça veut dire, avoir des personnels. Donc toutes les entreprises qui sont impliquées dans ce plan de réarmement, elles ont besoin d'investir et elles ont besoin de monter en capacité de production. Donc ça veut dire aussi acheter des sites pour élargir les capacités. Enfin voilà, donc tout ça, ça se fait pas là encore du jour au lendemain. Ça demande d'être financé. Donc là, on peut imaginer qu'il va y avoir, effectivement des financements en plus. Mais il faut aussi que l'appareil industriel s'adapte Mmh. à cette nouvelle situation et ça se fait, ça va prendre du temps. Et quid de l'OTAN dans tout ça, avec ce repli américain que l'on observe? Quel est le rôle de cette organisation aujourd'hui? Alors l'OTAN, c'est une alliance, j'ai envie de dire une vieille alliance, hein, puisque ça date de 1949. Donc c'est l'alliance transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. À l'époque, ça avait été conçu face au bloc soviétique, hein. Aujourd'hui, on n'a plus le bloc soviétique, mais on a quand même une menace un peu, unidirectionnelle en provenance de la Russie. Et donc on pourrait imaginer que l'OTAN continue à jouer sa mission, de protection de l'Europe face à une menace qui arrive de l'Est. Voilà, maintenant, l'OTAN, ça repose sur toute une, infrastructure de commandement militaire, donc beaucoup de moyens de communication, de moyens de commandement, de moyens de renseignement qui sont mis en commun, mais qui sont, un peu financés par les Américains, pas tant que ça, hein, je crois que c'est 16%, quelque chose comme ça. Mais ça repose aussi sur une ligne de commandement qui jusqu'à maintenant, partait beaucoup de Washington, hein. Le fameux SACEUR, le fameux chef d'état-major de l'OTAN, il est traditionnellement américain. Donc si les Américains, se désengagent, si les Américains ne veulent plus jouer le jeu de l'OTAN, c'est vrai que la question se pose à quoi elle va servir et est-ce que les Européens peuvent utiliser les moyens de l'OTAN pour leur propre défense, même si les Américains ne sont plus là? Donc ça, c'est une question à laquelle la réponse, est attendue. Ça a déjà fonctionné dans le passé, hein. Je crois que lorsqu'il y a eu une intervention en Libye en 2014, les Américains n'y sont pas allés et ont dit aux Européens, Mmh. principalement aux Britanniques et aux Français: «Allez-y, utilisez les moyens de ravitaillement en vol et de renseignement de l'OTAN». Vous l'avez dit, Bertrand de Cordoue, nous ne sommes pas encore dans une économie de guerre. Pour autant, le président Emmanuel Macron parle depuis plusieurs années d'économie de guerre. Il l'a encore redit il y a pas longtemps. En quoi consiste une économie de guerre exactement? Alors je peux pas, interpréter les propos du président. Je pense que tout ça, c'est destiné aussi à mettre sous tension le secteur, hein, donc et puis à préparer également les Français à une situation différente, en termes, budgétaires, hein, donc voilà. Ça va se Maintenant, ressentir. j'imagine que si la France continue à s'endetter, il va bien falloir, faire des arbitrages, mais ça, c'est pas mon domaine. Bon, en revanche, on n'est évidemment pas dans une situation d'économie de guerre au sens où on l'entendait, pendant la Deuxième Guerre mondiale où je sais pas, entre 30 et 40% du PIB était consacré à l'effort de défense, au réarmement, enfin,
notamment, enfin, il faut regarder comment Churchill gérait la bataille d'Angleterre et la réponse à l'Allemagne à l'époque. Enfin, tout était mobilisé au service de la guerre, hein. Donc là, aujourd'hui, on n'en est pas tout à fait là quand même, hein. Mmh. Donc, en France, on parle de doubler le budget militaire de 50 à 100 milliards. Ça va pas forcément se ressentir directement sur les Franchement, là, budgets? là, c'est une question d'arbitrage budgétaire, je ne sais pas le dire. Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas se faire non plus du jour au lendemain. On ne va pas passer de 50 à 100 en un an parce que, Mmh. là encore, il faut que la réponse industrielle soit à la hauteur. Il faut que les financements qui vont servir, je ne sais pas, à renforcer les capacités opérationnelles, militaires dans les régiments, dans les bases aériennes, dans la marine, bah, il faut les mettre en place. Il va peut-être falloir recruter, et puis il faut pas négliger complètement toujours, excusez-moi, dans le domaine de l'armement, le fait que, il faut négocier avec les industriels, il faut leur passer des contrats, tout ça prend du temps et tout ça consomme de l'administration et donc aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir une administration très performante pour acheter de l'armement, la fameuse DGA, la Délégation générale pour l'armement, mais elle a aussi des moyens qui peuvent atteindre leurs limites, en termes de passation de contrat et de négociation avec l'industrie. Tout ça prend du temps, consomme des personnels, enfin donc et dans d'autres pays européens, c'est encore plus critique, hein. En Allemagne en particulier, ils n'ont pas la DGA, ils ont un service d'acquisition d'armement, mais qui est moins musclé et qui donc va avoir aussi à monter en puissance. Et une dernière question, Bertrand, de Cordoue. Dans la lignée de Saint Paul VI et de Benoît XVI, le pape François implore régulièrement d'arrêter de financer le marché de l'armement. Dans son message pour l'appel 1er janvier dernier, il appelait à détourner au moins un pourcentage fixe de l'argent destiné à l'armement vers un fonds mondial pour éradiquer la faim et favoriser le développement durable dans les pays les plus pauvres. Comment mettre en œuvre ce type de plan et est-ce que c'est envisageable? Alors, le pape est dans son rôle, hein, donc moi je vais pas commenter ce que dit le pape. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même des débats qui subsistent, hein, en dépit d'une situation dont tout le monde perçoit la difficulté, le risque qu'elle comporte, hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent: «Bon, mais la priorité, est-ce que c'est vraiment, de se réarmer? Est-ce que c'est pas plutôt, bah, par exemple, d'investir dans la lutte contre le changement climatique, hein?» Donc et puis la lutte contre la pauvreté est évidemment un sujet également prioritaire. Tout ça, c'est des questions d'équilibre et d'arbitrage. En revanche, je crois que personne ne peut contester que face à une Russie qui, elle, n'est pas du tout dans cette logique d'apaisement et de désarmement, il faut être capable de se défendre. Ça, je crois que c'est une évidence aujourd'hui qui est difficile à contester. Après, c'est une question de dosage et d'allocation des ressources en fonction de différentes propriétés, dont celle que le pape a raison de souligner. Merci Bertrand de Cordoue pour ces éclairages sur la situation de l'Europe de la défense au niveau de son réarmement, hein. Je le rappelle, un plan de 800 milliards a été annoncé, ce qui annonce une augmentation des capacités défensives de l'Europe ces prochaines années. Merci d'avoir été avec nous une nouvelle fois et je rappelle que vous êtes conseiller défense et armement à l'Institut Jacques Delors. Bon vendredi à vous.